Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a présidé aujourd'hui un conseil interministériel consacré à la sauvegarde de la Casbah d'Alger. Clôture aujourd'hui des travaux du séminaire national intitulé « La prévention, la gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire ». Il est organisé au Cercle national de l'armée. La dépouille de l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, est arrivée ce mardi en début d'après-midi à l'aéroport international Houari Boumedienne à bord d'un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Et puis on parle également ce soir de la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF, qui a mis en place un dispositif sanitaire en préparation d'une éventuelle reprise. Il a été procédé au nettoyage et à la désinfection des wagons. Tout est prévu pour assurer un maximum de sécurité sanitaire pour les passagers. On en parlera également tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a présidé aujourd'hui un conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif à la sauvegarde de la Casbah d'Alger. La réunion s'est faite en présence des ministres en charge de l'Intérieur, des Finances, de la Culture, de l'Habitat, du Tourisme, ainsi que le Wali d'Alger également. Après avoir entendu les différentes communications et le début qui a suivi, le Premier ministre avait rappelé les efforts consentis par l'État en matière de réhabilitation et de préservation de ce site historique, ainsi que des engagements pris pour la sauvegarde et la conservation de ce patrimoine national mondial. Abdelaziz Jarad avait indiqué aussi que le gouvernement algérien s'inscrit dans la démarche recommandée par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'un rapport sur l'état des conservations de la Casbah d'Alger sera transmis incessamment au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en prévision de sa 44e session prévue l'année prochaine. Il a également mis l'accent sur l'importance à accorder au volet institutionnel dédié à la gestion du programme de réhabilitation et de la sauvegarde de la Casbah d'Alger, dont l'organisation doit être en capacité à répondre aux exigences de la coordination permanente des différents intervenants dans ce programme. En outre, la participation des associations de la société civile constitue désormais un impératif dans l'approche des objectifs des programmes d'investissement et d'évaluation de leur réalisation. Le Premier ministre a enfin donné des instructions en direction de tous les secteurs concernés afin d'élaborer une feuille de route commune pour la mise en place d'une stratégie globale pour la sauvegarde de la Casbah d'Alger. Il avait souligné qu'il veillera sur son suivi dans l'objectif de consolider les démarches entreprises par les différents secteurs pour une meilleure prise en charge de ce dossier consacré à ce quartier mythique de Alger, la capitale. Clôture aujourd'hui des travaux du séminaire national intitulé « La prévention et la gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire ». Il a été organisé au cercle national de l'armée. Les différents intervenants avaient mis en lumière les différents aspects des risques majeurs et des catastrophes naturelles afin d'adopter les meilleures méthodes et les meilleurs procédés scientifiques modernes à même de permettre l'élaboration d'études prospectives, mais surtout la mise en place de mécanismes visant à renforcer cette coopération entre les différentes institutions concernées par la gestion des catastrophes. Le compte-rendu de cette journée avec Nakhla Larbi. La deuxième journée des travaux du séminaire national intitulé « Prévention et gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire » a connu la tenue de conférences et l'organisation de plusieurs ateliers suivis d'un riche débat qui était nécessaire pour assimiler et actualiser les approches proposées à l'effet de relever les défis que présentent les causes et les conséquences désastreuses de ces risques. Ainsi, ce débat a débouché sur une série de recommandations axées dans leur ensemble sur la nécessité de renforcer la culture du citoyen et de le sensibiliser en matière de réduction des risques majeurs, encourager le dialogue et la coopération en impliquant les milieux scientifiques et techniques, les acteurs concernés et les décideurs afin de permettre la prise de décisions judicieuses et efficaces dans le domaine de la gestion des risques des catastrophes et le renforcement de la coopération civilo-militaire à travers l'amélioration des cadres réglementaires et l'exécution d'exercices sur le terrain, ainsi que la nécessité d'employer les nouvelles technologies dans la consolidation des connaissances des risques, l'amélioration des interventions entre les différents acteurs et la coordination de leurs actions pour une meilleure efficacité.
Par la suite, le général-major Hawes Ziyari, chef du département organisation logistique de l'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie de clôture en adressant une allocution lors de laquelle il a souligné que ce séminaire constituait une opportunité pour mettre en relief les différents aspects liés aux risques majeurs et les moyens de les prévenir et d'atténuer leurs effets. Ce séminaire constitue une opportunité pour traiter un thème qui revêt une importance capitale pour le monde entier et pour notre pays en particulier, sachant qu'il est désormais impératif de développer des mécanismes de prévention contre les catastrophes et la réduction de leurs menaces à travers la mise en œuvre de mesures économiques, sociales, sanitaires, culturelles, éducationnelles, environnementales, technologiques et politiques, globales et synergiques, à même de prévenir les dangers, d'aider à faire face aux catastrophes et de renforcer la disponibilité pour les contrer et les pallier. Ce séminaire a abordé plusieurs aspects ayant trait aux risques majeurs, à commencer par la science de gestion des risques, en passant par les moyens de renforcement de la coopération civilo-militaire en la matière, et enfin la contribution des nouvelles technologies dans leur gestion. À l'issue, il a annoncé au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, la clôture des travaux de ce séminaire. La dépouille de l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, est arrivée ce mardi en début d'après-midi à l'aéroport international Houellebou Boumedienne à bord d'un appareil de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. À son accueil, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, et également l'archevêque d'Alger, Monseigneur Paul de Farge. Selon le diocèse d'Alger, Monseigneur Tessier, décédé le 1er décembre à Lyon, sera inhumé demain dans l'intimité dans la chapelle Sainte-Monique de la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger, à côté du cardinal Duval. Une cérémonie religieuse est prévue dans la basilique de Notre-Dame d'Afrique également demain. الديانة المسيحية ولكنه أيضا رمز من رموز الوطنية الجزائرية التي قدمت السماحة وقدمت العيش المشترك وقدمت المحبة مع الجيران. فقد أحب الجزائر وأحبه الجزائريون لأنه واحد منهم، وقدم هذه رسالة التسامح ورسالة احترام الأديان واحترام المقدسات، لأنه شرب من وطن الجزائر هذا التسامح الذي عاش به الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية، وكما يفعل أيضا أئمتنا ومواطنونا في احترام الآخر وتقديم رسالة التسامح، لأن الشعب الجزائري شعب مسالم. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir notre frère en compagnie de Monsieur le ministre des Affaires religieuses, des responsables du protocole, du conseiller de la présidence, et puis le neveu de notre frère Henri, le général d'Estremo, qui est là parmi nous, en attendant qu'arrive la sœur du père Henri tout à l'heure. Voilà, encore une fois, je suis ému, je cherche les mots, parce que les mots, les émotions dépassent ce que nous voudrions exprimer. Tellement c'est surprenant de voir Henri, mais nous sommes croyants. Nous sommes croyants. Nous croyons que Dieu l'a pris dans son immense miséricorde et qu'il est certes mort dans sa dépouille mortelle, mais il est vivant. Une cérémonie avait été organisée dans la ville natale de feu Monseigneur Tessier à Lyon, en France. Une messe de funérailles à laquelle avait pris part l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud. Une cérémonie durant laquelle un hommage appuyé a été rendu à l'Algérie, la patrie du cœur de Monseigneur Tessier. L'ambassadeur d'Algérie avait évoqué que le défunt était pasteur d'un christianisme généreux, humaniste, rassembleur et respectueux. Il ajoutait que l'Algérie était son pays de choix et de cœur.
journée depuis 65 ans sans prier pour l'Algérie, sans prier pour les Algériens. Il aimait l'Algérie, il aimait les Algériens. Tu as servi ce peuple algérien dans le plus grand respect de ses convictions religieuses, culturelles. Il a voulu devenir algérien et en effet, il est parvenu à le devenir totalement. Moi, je suis émerveillé, malgré la peine, par l'attitude des autorités algériennes qui, à peine connu la mort d'Henri Tessier, mais ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à tout faire pour qu'il repose en terre d'islam et en terre d'Algérie, ce qui est le signe vraiment que cet homme était devenu un fils de l'Algérie. يا Henri Tessier الجزائري عوضنا جميعا خير في فقدانك إن لله وإنا إليه راجعون. À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons. Dans l'actualité en Algérie, lors d'une journée d'études sur la surveillance et l'audit des décès maternels, le taux de mortalité maternelle enregistré dans notre pays a été révélé. Il est de l'ordre de 48,5 pour 100 000 naissances vivantes. Le ministre de la Santé, Abdelrahmane Ben Bouzid, avait souligné que le système de déclaration obligatoire et d'audit des décès maternels mis en place en 2013 continuera de bénéficier de toute l'attention du gouvernement et doit disposer de tous les moyens pour faciliter sa mise en œuvre et assurer sa pérennité. Le ministre de la Santé est revenu également sur la gestion de la situation sanitaire en Algérie. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Le comité scientifique que je préside et qui suit les faits continuellement présente des recommandations que seuls ses représentants officiels ont vocation à rendre publiques. Néanmoins, nous remarquons certaines déclarations personnelles qui, elles, ne reflètent que les points de vue de leurs émetteurs et qui ne peuvent être considérés autrement que personnels, isolés et pour lesquels le comité scientifique se dégage de toute responsabilité. Le comité scientifique qui a rendu public ce mardi le nouveau bilan des cas de contamination en Algérie, 591 nouveaux cas confirmés, 498 guérisons, 12 décès ont été également enregistrés durant ces dernières 24 heures. Je vous invite à écouter son porte-parole, le docteur Jamal Fourar. Les indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures montrent les chiffres suivants: 591 nouveaux cas, 464 nouvelles hospitalisations, 498 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 591 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 1,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré malheureusement 12 nouveaux décès au cours de 24 dernières heures, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 464 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, donc depuis le début de la pandémie à ce jour, leur nombre est de 58 146 patients guéris, dont 498 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 44 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous réitérons toujours le même message: restez vigilants durant cette période, respectez scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. On parle également ce soir de la pénurie du médicament, le Lovenox, dans les pharmacies. C'est un médicament indiqué dans le traitement des malades Covid. Il est introuvable, si ce n'est très peu, dans les officines. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Élément de réponse avec Nour Moqaddam. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de ce médicament, le Lovenox, qui n'est d'ailleurs plus disponible au niveau des pharmacies en raison de la hausse de sa demande, notamment depuis l'apparition de la Covid-19. Mais quelle est la raison
pour laquelle les pharmaciens ne puissent plus fournir ce médicament en quantité suffisante. Il y a des gens qui font la promotion du Lovenox à travers les réseaux sociaux. Ces gens diffusent des informations sur une prétendue efficacité de ce médicament contre le coronavirus sans aller consulter un médecin. Le Lovenox est un médicament qui existait sur le marché en petite quantité avant même l'apparition de l'épidémie. Générique, c'est un bon produit. Malheureusement, ما كانش يخدموه هذو الشركه تاع اللي راهم تاع الجزائر هذه بصح ما عطاوناش يعني لا كونتيتي سوفيزونت. انا ماذا بينا لو باسيون كي يدخل يدي الدواء تاعو. Si on ne trouve pas ce médicament, cela ne veut pas dire qu'on ne le retrouvera plus jamais. Nous utilisons des génériques, mais pour le moment, nous ne sommes pas en rupture de stock. La consommation libre de ce médicament comme prétendu remède à la Covid-19 a généré un effet de rareté au niveau des officines. Face au rush sur le Lovenox, les officines semblent démunies. De leur côté, les autorités sanitaires préfèrent rassurer et indiquent que des génériques existent sur le marché en quantité suffisante. La Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF, a mis en place un dispositif sanitaire en préparation d'une éventuelle reprise. Il a été procédé au nettoyage et à la désinfection des wagons. Tout est prévu pour assurer un maximum de sécurité sanitaire. En particulier, pour les passagers, l'entreprise n'attend que le feu vert des pouvoirs publics pour remettre le train sur les rails. Yamina Saïchi. À l'approche de la rentrée universitaire, la Société nationale des transports ferroviaires a mis en place toutes les mesures sanitaires au niveau de la gare d'Era à Alger afin de répondre à toute décision éventuelle de reprise de l'activité. قطار بروتوتيب نتاع اللي راح نديروه تشوفوا لو ماركاج نتاع لي زيسباسمون اي تو سا درك هنا راكم تسمعوا ميساج اوديو. Nous sommes prêts à reprendre le transport des voyageurs, mais la reprise de notre activité ne dépend pas seulement de nous, elle dépend du Premier ministère. Nous avons fait un voyage de la station d'Ara à Alger vers Houssintey. Vous avez pu constater que le protocole sanitaire que nous avons mis en place est efficace. Les messages de sensibilisation à bord du train aussi sont là pour rappeler l'importance des gestes barrières. Le personnel administratif et les agents sur le terrain de la SNTF sont mobilisés pour que la reprise se déroule dans de bonnes conditions dès la prise d'une décision par les pouvoirs publics. Une nouvelle antenne pour la télévision publique dans la wilaya de Tiaret. C'est une nouvelle antenne qui vient d'être ouverte. Sa mission, bien sûr, sera d'assurer une couverture des événements dans les wilayas de Tiaret, mais pas seulement. Ça sera également disponible pour Tissemsilt et une partie de la wilaya de Mascara. Walid Yousfi. Ce sont là les locaux de la nouvelle sous-station de l'EPTV qui a ouvert ses portes récemment dans la wilaya de Tiaret. Un acquis pour les habitants de la wilaya et un plus pour la scène médiatique de la région. Je félicite les habitants de Tiaret pour ce nouvel acquis qui vient s'ajouter à la scène médiatique et notamment la radio régionale et les agences de presse pour informer l'opinion publique. C'est une belle initiative de la télévision nationale qui sera très bénéfique pour les habitants de Tiaret et les zones enclavées de la région. Cette sous-station est gérée principalement par des équipes spécialisées ayant suivi une formation approfondie dans le domaine. Des natifs de la wilaya de Tiaret pour la plupart. Selon l'approche du directeur général de l'EPTV, Ahmed Ben Sabban, les sous-stations doivent être gérées par les natifs de la région. C'est eux qui apportent un plus. On compte sur leur proximité des citoyens et des autorités locales dans tous les domaines. Je suis sûr que cette sous-station aura une valeur ajoutée pour la scène médiatique de la wilaya de Tiaret. De nos jours, les citoyens accordent beaucoup d'importance à l'information, une information qui se doit d'être objective. Cette sous-station de la télévision publique se fixe comme objectif d'assurer la couverture médiatique dans la wilaya de Tiaret, Tissemsilt et une partie de la wilaya de Mascara. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud a publié aujourd'hui un communiqué aux médias
par lequel il répond à ce qu'il a qualifié de fake news contenu dans un article de France24.news intitulé « Le président sud-africain désavoue les séparatistes du Polisario ». Alors le gouvernement sud-africain s'oppose fermement à cette fake news et cet article est totalement faux et déforme fondamentalement la décision prise lors du 14e sommet extraordinaire de l'UA sur faire taire les armes en Afrique tenu dimanche dernier. Dans l'ensemble, l'article reflète les normes les plus médiocres possibles en matière de journalisme. Je cite encore le communiqué du ministère des Affaires étrangères sud-africain. La position de l'Afrique du Sud sur le Sahara occidental reste inchangée et inébranlable. Appuyant le droit d'autodétermination du peuple sahraoui en tant que tel, l'Afrique du Sud est d'avis que l'Afrique ne sera pas libre tant que l'un des États membres de l'Union africaine reste colonisé et soumis à l'oppression. L'Afrique du Sud appuie toutes les initiatives de paix de l'Union africaine ou des Nations unies visant à résoudre le conflit du Sahara occidental. La décision du sommet est une réitération des positions antérieures de l'Union africaine et de l'Afrique du Sud et affirme la coopération entre l'Union africaine et l'ONU pour faire face à ce conflit de longue date. Le Royaume-Uni a commencé ce mardi à administrer le vaccin Pfizer-BioNTech aux personnes les plus vulnérables, devenant le premier pays occidental à déployer un programme de vaccination massive contre le nouveau coronavirus. La majorité de la population britannique devra toutefois attendre l'année prochaine. La priorité, bien sûr, étant donnée aux résidents, des personnels des maisons de la retraite, suivis ensuite par les soignants et plus de 80 ans. Les mystères archéologiques à la beauté également. On parle ce soir de l'artisanat, une passion qu'elle a su apprendre et maîtriser. Elle confectionne des bijoux sur mesure et des pièces uniques qui font le plaisir de sa clientèle. Reportage Badia Armati. Bijoux pour vous à votre service, je vous écoute. Vous avez trouvé mes coordonnées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est bien ça? Elle, c'est Aïcha, enseignante de langue française. Elle décide de sacrifier sa carrière pour se consacrer à ses enfants. Une fois grand, elle se découvre une nouvelle passion, l'artisanat de bijoux. Un univers qui la fascine, qui l'a poussée à suivre des formations pour ouvrir son propre atelier et à travailler à son compte. J'exerce ce métier depuis presque 8 ans. Voilà, donc quand j'ai commencé par l'enfilage. Ensuite, je me suis lancée à travailler l'argent. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, il me fallait une occupation intéressante pour pouvoir m'occuper intelligemment à la maison. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'artisanat. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée, c'est comme ça qu'ils ont découvert mon travail. Et voilà, et à fur et à mesure, j'ai commencé à faire des expositions qui m'ont permis de sortir du monde virtuel des réseaux sociaux vers un monde réel pour être en contact direct avec les gens. Aïcha passe de longues heures dans son atelier pour façonner des bijoux en argent avec différentes formes, des designs modernes, des calligraphies. Elle fabrique des pièces uniques. Elle fait des désirs de sa clientèle sa principale source d'inspiration. Sa fille, lui, est d'une précieuse aide. Du haut de ses 13 ans, c'est elle qui lui fait les dessins de ses bijoux. Une façon pour sa maman de l'introduire dans son univers. Aïcha s'est associée également avec d'autres artisans pour se distinguer. Ma source d'inspiration restera à tout jamais ma clientèle qui viennent toujours avec des idées toutes différentes les unes des autres, des personnalités différentes, des styles différents. Et j'essaie justement d'être à l'écoute de la demande. J'essaie aussi de faire des collaborations avec plusieurs artisans dans différents domaines. J'ai travaillé avec un artisan qui fabrique des pochettes en cuir. Une artiste peintre qui m'a fait les coffrets pour les marque-pages, des coffrets Coran. J'ai travaillé avec une artiste peintre aussi qui m'a fait des pendentifs en nacre peinte. J'ai travaillé avec monsieur Hotman aussi qui me prépare des stylos en bois que j'orne de pièces en argent. Ce qui est intéressant dans ce que je fais aussi, c'est que ça peut être personnalisable. Comme par exemple la calligraphie, que je travaille d'ailleurs avec une amie calligraphe qui me prépare les écritures. Donc elles peuvent être personnalisées les écritures. Donc on peut offrir un bijou qui porte un message, un symbole. Ça peut être un poème, ça peut être Bourala, ça peut être un message d'amour.
Précision, dextérité et surtout beaucoup de patience. Des critères qui doivent se réunir chez l'artisan bijoutier pour qu'il puisse puiser de son énergie et de son imagination pour sortir des pièces d'une rare beauté, véritable plaisir pour les yeux. Je rappelle tes titres avant de clore ce journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé aujourd'hui un conseil interministériel consacré à la sauvegarde de la Casbah d'Alger. Clôture aujourd'hui des travaux du séminaire national intitulé La prévention et la gestion des risques majeurs pour un renforcement de la coopération civilo-militaire organisé au Cercle national de l'armée. La dépouille de l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, est arrivée ce mardi en début d'après-midi à l'aéroport international Houellebou Boumediene à bord d'un appareil de la compagnie nationale Air Algérie. Et puis la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF, a mis en place un dispositif sanitaire en préparation d'une éventuelle reprise. Il a été procédé au nettoyage et à la désinfection des wagons. Tout est prévu pour assurer au maximum la sécurité sanitaire des passagers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez dès demain à midi à Minazahou. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.